Bonsoir monsieur, bonsoir. Vous êtes naturellement sur la chaîne de proximité et de Vivre Ensemble, c'est Info TV. C'est notre rendez-vous traditionnel de tous les soirs entre 17h et 18h45. C'est le grand soir sur la télévision, le grand soir qui va reparcourir ce soir ce qui se fait désormais appeler la déclaration du Sud. C'est en réalité la déclaration à l'adresse des populations de la région du Sud. Quel effet a cette déclaration aujourd'hui? Nous aurons les échos du Sud pour savoir si c'est l'effet d'une bombe ou simplement d'un pétard mouillé. Forme et fond d'une déclaration à examiner avec les invités à la causerie de ce soir, parmi lesquels Raymond Chiazot, qui est président national du regroupement des démocrates indépendants, RDI, c'est un parti politique. Raymond Chiazot, bonsoir et bienvenue, monsieur le président. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé. Bonsoir à toutes les intelligences qui sont sur ce plateau ce soir. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV. De manière particulière, je voudrais saluer tous les militants du regroupement des démocrates indépendants à travers le monde. Nous sommes sur le terrain. C'est une année électorale, nous devons rester sereins, à la seule différence que le RDI n'a pas encore pris position. Il attend que l'ECAM publie la liste des candidatures et que le contentieux soit vidé par le Conseil constitutionnel. Pour savoir qui vous allez soutenir. Pour savoir qui nous allons soutenir. Vous n'êtes pas candidat vous-même. Non, nous n'avons pas d'élu et nous ne voulons pas entrer dans l'amalgame. Vous ne cherchez pas le mandat impératif. Sur le mandat impératif, sur les conseillers ou alors les élus locaux qui sont prêtés ou empruntés. Le RDI voudrait rester serein et fidèle à toutes les dispositions constitutionnelles qui sont le canevas, le cadre qui doit réglementer les élections présidentielles de 2025. Vous êtes l'auteur d'une sortie qui a été reprise ce matin par le journal La République, en sa grande une d'ailleurs, c'est vous qui faites la une de ce journal. Vous parlez des corrections aux examens 2025. Raymond Chiazot interpelle les enseignants. Vous leur demandez, vous leur dites ceci clairement, vous répétez la une journal, ne vous vengez pas de votre mauvais traitement sur les pauvres élèves. L'éthique, la déontologie et l'amour doivent guider votre plume. Pourquoi cette sortie, monsieur le président? Vous savez que depuis pratiquement 3 ans, il y a plusieurs mouvements de grève des enseignants qui ont posé plusieurs problèmes au gouvernement. Un statut spécial, les promotions à tête chercheuse. Vous savez que vous, monsieur Jean-Jacques Zé, vous êtes professeur des lycées depuis 20 ans et qu'un enfant qui est sorti il y a cela 2 ou 3 ans est promu proviseur. Il y a donc cet ensemble de revendications qui a été posé sur la table du gouvernement par des enseignants. Et depuis 3 ans, comme je le disais plus tôt, les enseignants, la plupart certains, boudent des cours. Il y en a qui vont remplir les cahiers de textes sans véritablement enseigner. Oui. Il y en a qui passent du temps à entretenir des élèves sur des choses qui ne sont pas au programme. Alors, l'inquiétude donc du RDI, donc sur le président national, était de voir ces enseignants, au moment des corrections, de se venger sur des pauvres élèves qui n'ont ni moyens ni capacité de pouvoir régler les problèmes qu'ils ont posés. C'est donc un plaidoyer en direction des enseignants qui, avant toute chose, sont des parents. J'ai donc interpellé des enseignants dans ce sens pour qu'ils travaillent sur la base de l'éthique et de la déontologie qui, en réalité, sont le cadre qui oriente toute action des enseignants. On avait reçu les enseignants ici, justement, qui se plaignaient de toutes ces conditions d'encadrement et les conditions de traitement également des enseignants pendant la période de surveillance ou des corrections, avec ce qui est donné comme paye à ces enseignants. Pour le baccalauréat, par exemple, une copie corrigée, c'est 200 francs. Le probatoire, c'est 150 francs par copie. Le BPC, c'est 100 francs par copie. Ils trouvent que c'est assez problématique quand même, encore que cela n'est pas payé automatiquement. Il faut attendre, il faut revendiquer pour être payé, mais vous leur demandez justement de respecter l'éthique et la déontologie. Il faut qu'ils abordent cette période cruciale avec professionnalisme, rigueur, humanisme. Vous les invitez à corriger avec objectivité et à faire preuve de hauteur d'esprit et de pardon, tout en interpellant les ministres en charge de l'éducation nationale sur les défis auxquels les enseignants sont confrontés. Patrick Assiga, vous êtes analyste sociopolitique. Bonsoir et bienvenue.
sur ce plateau. Bonsoir, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tout ce riche panel. Merci de m'associer une fois de plus à vos invités pour une réflexion républicaine. C'est toujours un plaisir de faire partie de votre panel. Et justement, le sujet abordé par le président Raymond Chiazok fait partie de ces sujets citoyens et républicains, appelant les enseignants à ne pas se venger sur les copies des élèves. Je voudrais déjà remercier grandement, je n'ai pas vu la teneur de cette sortie du PDI, et c'est l'occasion, oui, et c'est l'occasion pour moi ici de remercier effectivement ce parti politique. Au moins, eux, ils ont pensé à l'éducation et ils ont prêté une oreille attentive et un regard, je dirais même miséricordieux, à l'endroit des enseignants qui, à l'heure où nous parlons, sont effectivement au four et au moulin pour corriger ces copies dont vous parliez tout à l'heure, des payes qui viennent 2 ans plus tard, qui parfois ne viennent même pas, parce qu'il faudrait le dire ici, en ce qui concerne l'OBC, l'OBC fait partie des multiples remous dont les enseignants revendiquent aujourd'hui et demandent à l'État du Cameroun de revoir effectivement le fonctionnement de l'OBC en ce qui concerne les payes des multiples tâches que les enseignants opèrent au quotidien. Nous ne parlons là que des examens, parce que si on vous fait comprendre que certains des années 3 ans aujourd'hui n'ont pas encore reçu leur per diem, comment comprendre qu'on reconvoque les mêmes pour les examens de cette année et espérer que ces derniers vont venir? Et là, vous allez vous retrouver donc avec 2 types d'enseignants. Certains qui ont carrément mis la croix et ne viennent donc plus aux corrections. La conséquence, c'est quoi? C'est que l'OBC fait ce qu'elle sait si bien faire, à savoir recruter ceux mêmes-là qui n'ont pas enseigné, c'est-à-dire ceux-là qui ne sont même pas enseignants de qualité, pour pallier effectivement à ce déficit. Vous allez vous retrouver donc avec cette situation, et parfois ces séances tenantes où le correcteur, qui naturellement n'ayant pas pris connaissance du sujet, est en train donc de corriger les copies, et il se retrouve en train de corriger 200, 300 copies par jour, ce qui n'est pas normal. Pas normal. Ce qui n'est pas, mais il faut même corriger si tu es un robot, un maximum de copies pour avoir quand même un peu espérer avoir quelque chose de consistant. Il se retrouve donc en train de faire la course au plus grand nombre de copies dans l'espoir que... Donc voilà un peu, et vous allez vous rendre compte, toujours parlant des examens, nous avons 2 directions. La direction des examens et des concours, la direction des examens et concours de la certification du ministère des enseignements secondaires, qui a un traitement autre. C'est-à-dire que là-bas, les enseignants, ils finissent de travailler, même si c'est 5 francs, ils reçoivent leur argent. Mais que, curieusement, quand on va parler de l'OBC, c'est quasiment le contraire. Et vous rentrez effectivement du côté anglophone, ils ont également leur argent quand ils finissent de composer, donc, quand ils finissent de corriger. Donc il y a donc ces inégalités que l'enseignant n'arrive pas à comprendre. Et bien évidemment, je m'associe au parti politique, le PDI, le PRDI, merci. Le regroupement des démocrates indépendants. Merci, j'y arrive, le RDI. Je m'associe effectivement à ce parti politique pour demander aux enseignants de choisir, soit vous corrigez, soit vous ne corrigez pas. Si vous avez choisi corriger, faites-le bien. Si vous avez choisi ne pas corriger, alors restez chez vous. N'allez pas noyer les enfants qui, en réalité, ne sont pas responsables de leurs problèmes. Accueillons Dr Marcel Vondor, qui est déjà un habitué des antennes de Info TV. Il est candidat à la prochaine élection présidentielle. Il réside à Ebolova. Il a fait le déplacement pour participer à cette causerie. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Après avoir reçu votre invitation, je ne pouvais pas dire non. Déjà que l'aspect du sujet concerne ma ville natale et ma région. Donc, j'ai dit bonsoir à tous les copanélistes. D'accord. Merci pour cette disponibilité. Si vous êtes élu en octobre, j'espère que quand on vous appellera, vous allez souvent décrocher aussi.
Évidemment, évidemment. Je suis au service de la société. J'ai vendu la friperie. J'ai travaillé dans les champs. J'ai tout fait. Le fait que je sois médecin aujourd'hui, ou bien homme d'affaires, ou bien résident en Occident depuis 30 ans, cela ne... Non, j'ai toujours été proche du peuple. Alors, est-ce que vous comprenez la préoccupation du RDI par la voix de son président national, dont le sujet d'ailleurs fait la une journal République, qui appelle le président du RDI, les enseignants, à rester objectifs, même s'ils ont des problèmes? Et si, permettez-moi une caricature, si on essayait de comparer le Cameroun à une marmite, je dirais que cette marmite est sale, très sale, il faut la récurer. Sale de corruption, sale d'esclavage, sale de tous les maux. Alors, ceux qui veulent encore continuer à préparer dedans, s'ils veulent insister, à un certain moment, le peuple dira qu'il ne va plus manger. Et c'est déjà un appétit très compliqué de se retrouver seul sur la table, ou bien dire I am done with you. Ce sont les Anglais qui le disent. Trop, c'est trop. Alors, lorsque le président du RDI interpelle les professeurs, déjà il y a ce qu'on appelle la conscience professionnelle. C'est peut-être trop répété, puisque moi je suis médecin. Je prête serment et je dois faire mon travail. Il est bien vrai, nous sommes dans une réalité qui nous amène déjà à la rébellion interne. Mais il faut dire, quand il s'agit de la nation, j'accepte, même n'étant pas d'accord. La société doit avancer. Le politologue était en train de dénoncer un certain nombre d'aspects. Je suis entouré des enseignants. Mon père était enseignant. Il y a des fois, on vous dit peut-être vous allez percevoir 4 000 et vous devez vous déplacer des Bolova jusqu'à Mbam pour aller chercher les 4 000. Et combien vous payez de transport, aller-retour. Et quand vous arrivez même à cet endroit, c'est une impossibilité de percevoir ce qui vous a été promis. Et donc, il faut récurer. Et nous sommes en train d'aller, peut-être nous constatons aujourd'hui que nous sommes jusqu'au cou et où nous avons fléchi. Nous allons arriver tout à l'heure, puisque on constate que nous sommes dans un grand désastre, mais qui a été construit pendant des années. Ce n'est pas aujourd'hui que le désastre a été atterri. Donc, si j'avais à parler directement aux enseignants, je m'asseyerai avec eux et nous allons résoudre les problèmes. Raison pour laquelle on dit la politique, c'est l'art de résoudre les problèmes du peuple. Accueillons Joseph Mboutou. Il est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Il est président de sous-section. Il est également très actif dans la société civile, à la tête du mouvement Sud Espérance. C'est une grosse association dans la région du Sud Cameroun. Joseph, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Jean-Jacques. Très heureux d'être là avec vous ce soir. C'est un plaisir. On parle de la cause des enseignants et le message du président du RDI adressé aux enseignants en cette période d'examen et de correction. Oui, les enseignants ont eu beaucoup de problèmes au Cameroun ces derniers temps. Mais je pense qu'avec l'engagement du président de la République et surtout, ou bien ajouté à la volonté du ministre des Finances, lui pour Moutazé, de trouver les ressources nécessaires pour pouvoir résorber les problèmes salarial des enseignants, pour ce qui est des rappels et autres avantages. Je pense qu'il y a eu une très grande évolution. J'ai regardé ça de tout près et effectivement,
ces argents que les enseignants réclamaient, qui étaient évalués à beaucoup de milliards de francs CFA, ont vraiment été payés. Je crois que le stock de créances de ces enseignants-là est presque épuisé déjà. Donc, en 2024, l'État du Cameroun a beaucoup fait pour essayer d'accompagner les enseignants dans leurs revendications qui étaient légitimes. Bon, maintenant, pour ce qui est de l'interpellation des enseignants en pleine correction des examens officiels, je peux avoir une analyse duale. D'abord, la première, c'est que peut-être que c'est fondé, que des enseignants peuvent avoir des comportements peu orthodoxes quant à leur comportement devant les copies s'ils ne sont pas en odeur de sainteté avec leur environnement professionnel, leur hiérarchie professionnelle. Bon, ce qui est un peu n'est plus vraiment le cas depuis 2025, parce que je disais tantôt que l'État a quand même essayé d'apporter des solutions aux revendications des enseignants. Et de moins en moins, vous voyez les syndicats des enseignants revenir avec acuité dans la scène publique pour ces revendications-là. Ça veut dire que c'est un indicateur dans l'environnement que, effectivement, les problèmes des enseignants sont solutionnés. D'accord. Bon, maintenant, on espère que ça. La deuxième chose, c'est que quand les élèves ou alors les candidats qui lisent ça, qui entendent ça, qui disent ça dans les apprenants qui ont fait ces examens peuvent s'inquiéter. Et beaucoup même peuvent s'agripper là-dessus au moment venu pour dire si j'ai échoué, c'est parce que on avait avisé que les enseignants pouvaient avoir des mauvais comportements sur nos copies et ça peut créer un malaise social. Donc il y a certains types d'informations qu'il faut peut-être mieux parler dans des environnements restreints. Je ne sais pas si, Monsieur le Président... Il est très proche des milieux de l'éducation. Voilà. Il est très proche. Voilà, je crois que c'est des questions qu'il faut adresser dans ces milieux-là, sans pour cela que cela fasse l'objet d'une répercussion dans l'environnement social. L'avantage, c'est qu'il y a des enseignants qui nous regardent. Si les problèmes ont été réglés, tant mieux. Ils vont le dire très rapidement, oui, comme celui qui nous écrit. Je voulais dire que mon père était enseignant. Le mien aussi. Le mien aussi. Et je ne pense pas qu'il était dans des conditions très enviables, mais je me souviens qu'il a servi avec beaucoup de zèle, avec abnégation. Et je m'étonne aujourd'hui qu'on puisse penser à interpeller les enseignants de manière à avoir un comportement éthique, un comportement, une certaine orthodoxie face à des corrections d'examen. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques Zé. S'il te plaît, dis au monsieur qui a dit que la DEC paye directement les correcteurs après avoir corrigé que c'est faux. Je suis enseignant et j'ai corrigé le BEPC. Et depuis que nous avons fini de corriger cet examen, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu notre dû. Allez, c'est pour dire que les problèmes ne sont pas encore totalement réglés de ce côté-là. Et qu'il y a des efforts à faire, il faut bien faire ces efforts-là. Bon après-midi, y compris le panel du soir devenu grand, c'est-à-dire le grand soir. Jacques aide que la déontologie et l'éthique que les enseignants mettent dans leur marmite. Est-ce que c'est la déontologie et l'éthique que les enseignants mettent dans leur marmite, monsieur le Président? Que ton invité du RDI ait un peu d'humanisme à l'endroit des enseignants. Il y a quelques années, au comice agro-pastoral des Bolova, le président de la République recevait en grande pompe son maître d'école primaire. Les décideurs politiques devraient revoir la condition humaine de travail et les conditions salariales des hommes qui ont éduqué et formé des générations, en commençant par la leur. C'est quoi cette ignominie professionnelle? Massoc Thomas, il a l'impression que vous n'êtes pas proche, qu'il faut être un peu humaniste. C'est ce qu'il est en train de dire. Bon, je pense que... peut-être je dois le dire, mon épouse est professeure de lycée. Oui. Elle est censeur. Aussi à l'état, alors que vous êtes très proche des questions d'éducation. Elle est censeur d'un lycée très important, je pourrais me dire le seul que le président de la République ait inauguré dans la région de l'Est. Et que tous les frais liés aux corrections et délibérations du probatoire 2024 ne sont pas encore entièrement payés.
Alors, je ne pense pas que ce que ces enseignants disent cadre avec la sortie du président national du RDI que je suis. Je mets en relief les abus du gouvernement vis-à-vis des enseignants. Pourquoi chaque candidat à tous ces différents examens paie les frais d'examen? Comment expliquer que plus d'un an après qu'on ait composé, corrigé, délibéré des examens, publier les résultats, que les enseignants n'entrent pas dans leurs droits? Il ne s'agit pas de porter critique ou alors de mettre en doute l'éthique et la déontologie des enseignants. Bien au contraire, c'est une main tendue d'un leader de parti politique qui demande aux enseignants d'oublier toutes leurs revendications et tout ce qu'ils subissent pour corriger les copies de manière harmonieuse, de manière responsable, plus comme parents. Parce que lorsque des enseignants interviennent dans ce sens, c'est un peu aller dans le sens de l'intervention de l'autre compagnie, de Joseph tout à l'heure, qui laissait entrevoir que l'État a déjà réglé les problèmes liés au salaire. Le problème que le RDI pose ne concerne pas les salaires. Le problème que le RDI pose concerne exclusivement les corrections. Parce que c'est à ce niveau que tout se joue. Un enseignant peut décider de donner 15 à tout le monde. Un enseignant peut décider de donner 5 de moyenne à tout le monde. Et je crois que l'analyse politique vous l'a dit tout à l'heure. Lorsque certains enseignants boudent, et ça il faut qu'on le dise aux téléspectateurs, les copies qui viennent de l'office du baccalauréat portent les noms de certains enseignants. On dit en géographie, vous allez corriger, vous allez corriger. On se retrouve donc que quand ces copies arrivent, les enseignants, plusieurs enseignants ont boudé. Le chef de centre et le chargé de mission sont donc obligés de prendre des faire-valoir pour que ces copies soient corrigées. C'est donc une interpellation à toutes ces équipes, ou alors à toute cette équipe, qui doit travailler dans le sens du bien-être des élèves, qui ne sont pas responsables de tout ce qui peut arriver, ou alors qui n'est pas les élèves qui ne sont pas responsables de toutes les suggestions, ou alors du mal-être de ce qui les arrive. Donc moi je crois que c'est même un plaidoyer en faveur des enseignants. Parce que si vous lisez le dernier paragraphe de cette sortie, j'ai interpellé les deux ministres en charge de l'éducation nationale de tout faire pour que les enseignants entrent immédiatement dans leurs droits. Parce que nous parlons des corrections aujourd'hui. Il y a déjà eu une première phase, les surveillances de ces différents examens. Est-ce que ça a déjà été payé? Pourquoi ça n'a pas été payé? Les corrections finissent sûrement aujourd'hui ou demain. Pourquoi on ne paye pas immédiatement? Après, on va suivre les délibérations. Pourquoi on ne paye pas? C'est ça le problème fondamental. Et je pense que un parti politique qui s'intéresse à l'éducation s'intéresse véritablement à la vie d'une société. Parce que les élèves d'aujourd'hui sont les décideurs de demain. Il faudrait donc que nous nous rassurons au RDI que les notes qu'on attribue aux enfants, ce sont des notes que ces élèves ont méritées pour que demain, on se rassure que le journaliste qui va nous recevoir, qui va nous inviter, soit celui-là qui a fait la bonne école et qui a mérité les différents diplômes qui constituent son CV. Donc voilà la position. Si vous permettez, Président, oui, allez-y, docteur Claire. Lorsque vous parlez des enseignants, il faut déjà voir ce que cette jeunesse supporte. Je vais vous donner un exemple. Un jeune du Sud qui est affecté à la Damagua. Il va faire près d'un an 105 francs. Et pendant un an, on corrige. Je crois que ce sont déjà des patriotes. Puisque vivre pendant un an sans salaire, hors de son lieu de résidence, c'est déjà... Il faut attaquer le problème et voir là où le Cameroun a perdu. Puisque lorsque je fréquentais encore, j'étais au lycée, je crois en classe terminale, en 90, les enseignants n'avaient pas ce genre de problème. Et les salaires étaient différents. Les années 86 commence une guerre
et une destruction du pays à tous les niveaux. Puisque les productions, puisque pour soutenir une économie, le Cameroun a plutôt accepté des impositions qui sont venues de l'extérieur et a puni ses enfants. Aujourd'hui, on paye tous les conséquences. Et si nous ne changeons pas, nous allons toucher le fond. Peut-être que nous avons touché le fond. Et je crois que si la structure, si l'intelligence économique n'est pas rectifiée, les enfants, vous parlez de payer des années. Personne, même un jour de travail, doit être payé. Des arriérés dans un état de droit. C'est inacceptable. Ce n'est pas acceptable. Merci. Oui, bonsoir Gigi. Dites au président du RDI qu'il est très loin de la réalité. Nous les enseignants, nous corrigeons les copies avec beaucoup de conscience professionnelle et nous oublions nos problèmes quand nous corrigeons. Merci beaucoup pour cet engagement-là, mais c'est toujours utile de rappeler pour ceux qui ne font pas comme vous. Oui, je suis content du dernier message que vous venez de lire. C'est un enseignant. Oui. Ouais, il va dans le sens de la volonté du gouvernement et de votre parti politique. Je suis content de ce dernier message et je voudrais dire, nous tous ici, nous sommes des parents. Nos enfants fréquentent ici au Cameroun. Et lorsque vous posez des problèmes comme ça dans des espaces ouverts, parce que nous sommes en Mondiovision, et que vous-même, vous commencez à dénigrer notre système d'enseignement au Cameroun, vous commencez à faire penser, à faire douter de la quintessence des diplômes que nos enfants obtiennent au Cameroun. Je me demande où on va avec ça. Parce que si peut-être vos enfants... la fin du même bien sûr, bien sûr. Le président essaie de voir une chaîne. Non, si les enseignants ne sont pas bien payés, au début, est-ce qu'il n'y a pas des risques de la qualité des diplômes? Le système. Au début, j'ai dit, je pose le problème il y a des corrections et des paiements. Il y a des environnements dans lesquels ce genre de problème doit être posé. Ça ne peut pas être des problèmes publics. Pourquoi? Vous savez, c'est l'éducation. Vous savez, on va parler se cacher pour aborder les questions d'éducation. Il y a des choses qui, lorsque ça peut porter atteinte à l'image du pays, sur le plan international, ou alors ça peut porter préjudice à nos enfants. Mais c'est au pays de prendre des dispositions. Dans l'avenir, est-ce que, moi on m'a souvent dit qu'on peut bombarder une ville aux États-Unis et ils ne manqueraient jamais un de leurs morts couchés au soleil. Mais si le système éducatif marche mal, c'est pour dire qu'il y a des choses qu'on... Il y a des choses qu'on ne parle pas. Qu'est-ce qu'on fait? La question d'éducation est centrale. On est par exemple à une période électorale aujourd'hui. Il faut poser cette question sur la table. Si ça va mal, il faut donc faire croire à l'opinion nationale, à l'opinion internationale, qu'il peut arriver que des professeurs se vendent sur des copies, soit on donne des bonnes notes pour rien, soit alors on fait rater des enfants. Mais les professeurs sont mécontents. Alors, on ne peut s'autoriser de façon aussi aggravée dans l'espace public que lorsqu'on peut avoir des faits. Voilà. Maintenant, si on fait une analyse, si on est dans des suppositions, est-ce qu'on ne peut pas mal se comporter? Si aujourd'hui on a la fuite des épreuves, et on a fait une émission ici sur la fuite des épreuves, c'est des anciens qui étaient là. S'il vous plaît. S'il y avait une personne à la fois et on n'a plus que 2 minutes, ça c'était une légère mise en bouche. Voilà. Avant le s'il vous plaît, je voudrais rapidement dire que le docteur l'a évoqué. Le problème n'est pas le système éducatif camerounais. Le problème se situe à 2 niveaux. La gestion des ressources humaines et la gestion de l'argent. Et ce n'est pas le système éducatif. Et je voudrais... Non, attendez. Lorsque le docteur l'a évoqué, il ne l'a pas dit avec précision. On ne peut pas recruter une institutrice qui a été formée à Ebolova. On l'affecte à Kousseri. Elle laisse derrière son mari et ses enfants. Elle va à Kousseri, travailler pendant 2 ans avant d'avoir le premier salaire. C'est un problème. C'est le rôle des partis politiques. Vous pouvez venir là pour essayer de meubler, maquiller, parce que vous êtes du RDPC, mais c'est une situation réelle. Vous, votre fille, je vous prends l'exemple, le gouvernement de la République a mis les énergies partout. Votre fille est en mariage à Ngoïla, dans les profondeurs de la région de l'Est. Lors de la contractualisation, elle a 2 enfants, son mari est à Ngoïla. On l'affecte à Kousseri.
C'est dans quelle république ça? D'accord. Vous avez dit gestion des ressources humaines qui pourrait être un projet de gestion de l'argent. Très rapidement, Patrick. Oui, Jean-Jacques, il faudrait qu'on ne jette pas l'anathème sur le RDI aujourd'hui. Je crois que rien qu'en cette année, les enseignants ont fait des sorties pour déplorer effectivement la façon dont ils sont traités. Ils ont même déposé toute une mouture auprès du Premier ministre où ils étaient en train de poser un certain nombre de problèmes, parmi lesquels celui des paiements des corrections, où l'OBC était interpellé. Jusqu'à aujourd'hui, l'OBC n'a jamais été inquiété, encore moins s'asseoir avec les enseignants afin de trouver les voies et moyens de comment souvent payer les enseignants. C'est resté dans une opacité en une autre pareille. Aujourd'hui, lorsque le RDI a pris le courage de le dire, c'est vrai, en demandant un peu de conscience professionnelle aux enseignants, mais en réalité, le RDI s'adresse effectivement à ces institutions chargées de l'éducation au Cameroun. Donc, il faudrait que les uns et les autres prennent effectivement un peu de recul pour voir le problème de l'éducation au Cameroun. Ne commençons pas déjà à, comme les jeunes le disent au quartier, à faire les pleurs du mollet aujourd'hui, mais les problèmes sont là. Il faudrait que les uns et les autres soient responsables lorsque les conséquences de ces problèmes-là commencent à arriver. D'accord. Bonsoir Fondikou Moubarak, merci de nous retrouver. Vous êtes secrétaire national à la communication du mouvement des franquistes. Bienvenue au Grand Soir. Merci Jean-Jacques. Bonsoir à toi et à tout ton panel. Je m'excuse pour le retard. Vous savez que la ville de Yaoundé est devenue un grand chantier. Ça fait que ce mouvement... C'est plutôt bien, non? Bon, c'est bien, mais... C'est plutôt bien. On est appelé à subir de ces différents travaux-là un peu de partout dans la ville. Pour faire une omelette, il faut bien casser quelques œufs. Bien évidemment. C'est un grand plaisir. Merci, mais vous êtes là. Vous êtes là. Bonsoir, chers frères. J'ai tellement pitié du corps enseignant au Cameroun. On a clochardisé ce corps dans ce pays au point où l'estime de soi a foutu le camp. Chers frères, la gestion ISACAM de ce corps, la gestion ISACAM, entre guillemets, de ce corps de métier manifeste du niveau de décrépitude qu'a atteint ce pays dans tous les secteurs d'activité. 200 francs pour une copie corrigée, s'il vous plaît, Jean-Jacques. Évitez de donner de tels montants sur votre chaîne de télé qui se veut sérieuse car elle est regardée dans le monde. C'est la vérité. C'est les faits. On va faire comment? C'est les faits. C'est 200 francs au bac, 154 pour toi, 100 francs. Oui. La copie au BPC. Monsieur Nimi Frédéric, conseiller principal de jeunesse et d'animation. Monsieur le conseiller, c'est pour que ça grimpe un peu, non? Bonsoir, le monsieur en jaune là a peur de quoi? Il y a un littéraire qui a dit parler, c'est changer. Donc, mieux exposer tout cela. Il s'adresse à Joseph. Bonsoir, Jacques. Ce système cancérigène, Thomas avait des gros mots tout le temps, que nous décrions sur les corrections, est l'émanation de l'unicité des caisses. Thomas, oui, ça peut être également dû à ça. Bonsoir Gigi au panel. Monsieur Mboutouzé avait dit qu'il fait bon vivre au Nozo. Il y a été affecté. Il n'est pas allé, c'est toujours le langage qu'il tient toujours à Teba de Nkwaban qui envoie ce message-là. Il vous indexe un peu. Bonsoir le panel, les présidents Chiazok et Dr Marcel Vondo, président national ANPC et président Confédération des analphabètes du Cameroun. Ah, bonsoir, monsieur Amadou Aminou, qui salue ses collègues présidents des partis politiques. Et il est président national de l'ANPC, président de la Confédération des analphabètes du Cameroun. Bonsoir, le grand soir. Alors, un enseignant qui a plusieurs années de correction impayée aura du mal à bien faire son travail malgré la déontologie et l'éthique qu'on peut donner comme excuse. En réalité, ce qui peut nous donner les conditions d'une vie décente, c'est cet argent-là et non ses valeurs éthiques et déontologiques. Je crois que c'est un enseignant qui envoie également ce message-là, que l'éthique et la déontologie ne font pas bouillir une marmite. Bonsoir Jean-Jacques. Si aujourd'hui l'enseignant a perdu sa valeur, c'est parce que le régime en place ne le valorise pas. Par contre, il était valorisé avant, parce que le président Haït Dior avait beaucoup d'estime pour cela, comme lui. Même il en faisait partie, c'est tonnière du côté de la briqueterie. On va sélectionner un ou deux messages qui ne cessent d'arriver sur la question avant de passer à la thématique centrale de notre programme. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Et puis, le Cameroun n'est pas ou n'est
ou n'est plus un État fédéral. Donc cela ne pose pas un problème qu'une personne formée à Ebolova soit affectée à Kousséri. Désolé que ceux qui parlent généralement des enseignants ne connaissent pas les réalités de ce corps de métier. Chacun va dans le sens des commentaires qu'il a suivis au quartier. Mimi, alors Mimi, il faut nous dire quelle est la situation exacte des enseignants. Bonsoir à vous, le plateau. Que fait l'État pour les vacataires qui ont la volonté? C'est à ici, du côté des MANA, je crois qu'il y a un processus de contractualisation qui est en marche. Je dis bien que les enseignants soient mécontents. Aucun ne pourra donner une note fantaisiste à un candidat, car il y a un chef de salle qui vérifie soigneusement les copies corrigées. Et si le chef de salle lui-même a des problèmes, on fait. Le chef de salle lui-même, il est enseignant. Je voudrais que les gens comprennent bien que je n'ai pas dit que les enseignants n'ont pas de problème. Les enseignants ont des problèmes. Et c'est d'ailleurs dans ce sens qu'il y a une batterie de mesures gouvernementales qui ont été mises en place pour essayer de résoudre ces problèmes. J'ai dit, n'exposons pas nos problèmes sur la place publique, dans un environnement ouvert. Parce que dire aujourd'hui que les enseignants peuvent mal corriger les copies voudrait dire qu'il faut revenir sur tous les diplômes que les Camerounais auront en 2025. On fait quoi? On organise des états généraux encore en 2025. Et si on peut faire des suppositions aussi graves, il faut vraiment se baser sur des faits et non sur des suppositions. Alors, fait par exemple, bonsoir le grand soir, et mon frère du RDI qui a oublié que les surveillants sont à 3 000 francs la journée avec risque de perdre son matricule. Les enseignants sont déchaînés aujourd'hui. Bonsoir, chers membres du plateau. Aujourd'hui, les correcteurs des examens officiels s'adhèrent pour la malcorrection des épreuves. En parlons, s'il vous plaît. Ici, Jean Adouala. On fera toute une thématique là-dessus. On a décidé de parler en grande partie dans ce programme de ce qui se fait appeler la déclaration du Sud. Cette déclaration adressée aux populations de la région du Sud et qui est signée par 8 ressortissants de cette partie du pays. On peut retrouver Willy Mungue qui est du PCRN, du MRC, voilà, du MRC, merci. Jean-Calvin Oyono, finalement il a adhéré à un parti politique, mais on sait qu'il est un soutien à Maurice Kamto. Alors, docteur, lorsque vous avez lu cette déclaration, c'est quel effet? Une bombe ou un pétard mouillé pour vous? La déclaration vient de quelques personnes du Sud, mais n'importe quel Camerounais peut signer cette déclaration. Est-ce que c'est une bombe ou bien pétard mouillé? Je vous ai parlé tout à l'heure d'une marmite tellement sale qu'il faut récurer. Alors, moi, personnellement, j'ai écrit au président de la République depuis 2019 de la réalité de la région. Ils sont des ingénieurs qui savent détruire, mais pour construire, ils n'ont aucune idée. Donc, lorsque vous regardez, non, le Sud et Bolova, c'est la route. Qu'est-ce que vous allez regarder qui reflète un peu les universités? Aucune. Celles qui ont essayé de construire, comme la FASA, c'est un désastre total. C'est le cacao, on soutenait un peu la production du cacao. Non. Nous sommes jusqu'au cou. Donc vous êtes d'accord avec cette déclaration du Sud? La déclaration, on parle de la déclaration, parler de l'état d'âme de l'homme du Sud. Ebolova, Kribi, Lolo, même affiche depuis 20 ans aujourd'hui. Regardez les routes. Je l'ai toujours dit. Comment vous expliquer que la route qui va chez moi, en Bakor, je dois me lever pour aller réparer les ponts chaque année? Vous êtes un citoyen, non? C'est votre participation. Bien sûr, nous le faisons, mais le Cameroun a des biens qui appartiennent au peuple. Alors, où partent ces biens? Et le problème qui arrive, je l'ai dit tout à l'heure, le Cameroun, à partir de 1986, entre dans une phase d'élimination de tout ce qui était
objectif de projet, de progrès d'une nation. Regardez le Sud. L'homme du Sud produit beaucoup plus le cacao. Regardez, depuis 1986, il y a une décroissance de la production du cacao. C'est-à-dire, nous sommes passés de plus de 300 000, on est aujourd'hui à peut-être 280. À cause de Yaoundé, à cause du régime, c'est ça? Mais bien sûr, écoutez, Jean-Jacques, sans démagogie, le cacao, c'est-à-dire les cultivateurs, avaient une politique, c'est-à-dire de soutenance de l'action, d'encouragement et de production même. La Côte d'Ivoire a 2 millions de tonnes. Le Cameroun se débrouille, n'atteint même pas 300. On est presque à 300 000 maintenant. Voilà, presque à 300 000. Mais la Côte d'Ivoire, c'est peut-être 10 fois ce que produit le Cameroun. Alors, on se pose aujourd'hui la question de savoir là où sont parties les populations ou bien ce que disent les populations. Non, les populations sont avec la merde jusqu'au bout. Donc, ce qui est écrit dans ce document, c'est l'état d'esprit, vous dites, des populations du Sud. C'est la réalité, c'est la réalité du Cameroun, pas seulement du Sud, puisque essayer de prendre le Sud, bon, peut-être les élites du Sud ont signé, mais amener cette réalité au Grand Nord, un problème d'eau à la Damagoua, problème d'eau qui fait affronter les éleveurs et les cultivateurs. Alors, quand vous allez au Grand Nord, sécheresse par-ci, sécheresse par-là. J'aimerais qu'on reste dans le document du Grand Sud pour qu'on reste bien sûr focalisé sur la thématique. Exact. On pourra ouvrir dans la suite. Regardons le Grand. Je vais vous donner quelques dates. Le Grand Sud à Ebolova, par exemple, le département d'Ebolova est lié avec une seule route goudronnée, c'est Mbalmayo, Ebolova. Oui. Le reste est désastre. Je vous ai parlé des universités. Les universités sont dans des lycées pour prendre cours. Il n'y a pas Ebolova en BAM, non? Ebolova en BAM, c'est... Non, ça ne compte pas. Non. Et il faut regarder la réalité de cette route. En ce moment, même on peut enterrer, c'est-à-dire des êtres humains. Il n'y a pas Ebolova à Samblima. Voilà. Ebolova à Samblima, regardez, bon, on dit souvent le ciel est la résidence de Dieu, n'est-ce pas? Et il est tellement beau. Mais regardez la région d'où vient le président qui doit être semblable au ciel. Ah d'accord. Mais regardez près de l'église, loin de Dieu. Oh là là. Les paradoxes du pays organisateur. Alors, le document, si c'est ici. Lorsqu'on parle de l'homme du Sud, nous avons tellement de patience. On va continuer. Il faut que les autres interviennent très rapidement sur la question-là. Le document dit, face à un régime sortant et bientôt sorti qui a lamentablement échoué dans tous les secteurs de la vie nationale, nous voulons exercer notre sanction. Le document semble dire également qu'en matière de route, il n'y a pas grand-chose du côté du Sud et que les nominations des ministres, directeurs généraux et autres ont plutôt contribué à paupériser la région. Ça n'a pas servi à grand-chose de ce côté-là. Et donc le Sud ne fait que subir plutôt un abandon, mais également des répressions multiformes dont certains fils semblent avoir été victimes des répressions. Lorsque vous parcourez ce document, Joseph, vous vous dites, c'est du Sud qu'il s'agit ou bien ça vient de l'imagination? Je suis le président d'une association au Sud qu'on appelle Sud Espérance. Oui. Et d'ailleurs, le docteur Vondo, il est membre de cette association. Ah bon? Oui. D'accord. Merci pour l'information. Voilà, non. Oui, c'est mon membre. Et dans cette association, nous avions un forum WhatsApp. Et dans ce forum, chacun a la liberté de dire ce qu'il veut. Nous avions la liberté de ton. Tous les gens qui ont signé ce document sont membres de cette association. C'est récemment que le professeur Aboyono a été obligé de claquer la porte parce qu'il y avait une sorte d'enfermement sur ces idées qu'il voulait véhiculer. Parce que le Sud est totalement attaché au président Paul Biya, d'abord,
avant de parler du RDPC. Le document dit que ce n'est pas une vérité. Exactement, oui. Exactement comme les fidèles d'une église réveillée. C'est exactement pareil. Dans mon village, lorsqu'on décède, même dans un programme des obsèques, pour rehausser ce programme-là, on mentionne quand même qu'il a été président du comité de base ou bien président de cellule. Ça veut dire qu'avoir été membre du RDPC dans la région du Sud est un élément constitutif. Comme le docteur Marcel. Voilà, est un élément constitutif d'ailleurs tous. Un élément de socialisation. Voilà, tous l'ont été. Il ne peut pas se désolidariser aujourd'hui. Le docteur Mono, c'est un grand militant du RDPC tout. Il n'y a pas très longtemps. Pareil pour le professeur Abao Yono. Donc, tout ce qui est écrit dans ce document-là, qui est signé d'ailleurs de 8 personnes, parce que ça m'étonne lorsqu'on dit la déclaration du Sud, alors qu'il n'y a que... Oui, pourquoi on a mis cela entre guillemets. 8 personnes. Et nous avions vu le professeur Abao Yono dans une quelconque chaîne de télévision qui disait que le matin, lorsqu'il se réveille, il est au balcon de sa maison, il voit les gens de son village au niveau du perron pour venir commander de l'argent. Et il était tellement énervé que ses frères viennent lui demander de l'argent. Voilà. Donc, lui, il est seulement professeur Abao Yono. Et il se plaint que ses frères viennent commander de l'argent chez lui. Ça veut dire que de sa statut d'enseignant d'université, il n'a jamais pensé quelque chose qui peut amener ses frères à s'autodéterminer. Parce que si nous croyons que c'est l'État qui va tout faire pour nos frères au Sud, c'est que nous n'avions même pas encore compris quel est le sens de nous, les lits du Sud. C'est pour ça que quand j'ai créé l'association Sud Espérance, c'était pour qu'on se mette ensemble, pour que nous puissions trouver les moyens de développement par nous-mêmes. Par nous-mêmes. D'abord en se mettant ensemble et en accompagnant nos collectivités territoriales décentralisées, notamment les mairies. Et pour être aussi une société civile qui peut applaudir quand le gouvernement fait bien et qui peut réprimander quand le gouvernement fait mal. J'ai été dans une chaîne de télévision où j'ai exprimé le mécontentement de la promesse du président de la République sur la route et Bolova à Komdou Kribi. Je l'ai dit sur tous les plateaux de télévision au Cameroun parce que vous ne pouvez pas avoir la ville de Kribi qui a le plus grand port du golfe de Guinée aujourd'hui. Et que pour partir de Saint-Mélima, ou bien de Bolova qui est à 170 km de Kribi, qu'on soit obligé de contourner par Edea, remonter à Yaoundé avant d'aller ressortir par Bolova. Donc imaginez que vous prenez vos conteneurs à Kribi, vous voulez aller à Bolova, que vos conteneurs sont obligés de faire près de 320 km alors qu'il y a une ligne directe, une route directe qui peut vous amener le conteneur directement à Bolova. Et maintenant, à partir de Bolova, Saint-Mélima est à 1h30 de Bolova. Et puis on peut directement aller à la frontière du Congo, à la frontière du Gabon. Oui. Bon, c'est pour... Et en plus, aujourd'hui, vous savez qu'avec toutes les découvertes de minerais dans la région du Sud et qui peuvent être exploités aujourd'hui, notamment le fer, que ce soit en Banam et à Kribi même, le cœur même, c'est à Kribi parce qu'il y a des gisements importants qui sont mis en exploitation maintenant là. Vous tous savez que Geston à Grand Zambie, Bipindi a lancé les premières phases d'exploitation là-bas. Et puis il y a maintenant les Chinois de Sinostyle à la Lobé qui vont faire vous êtes au moins d'accord. C'est pour dire que le Sud, en 43 ans, le Sud, on n'a pas pu faire une route. Oui, je vais Bolova à Komdou Kribi. Le Sud, de manière globale, et la zone de l'océan, c'est le ventre mou du développement au Cameroun. Parce que le fer qu'on va enlever de la Lobé et de Bipindi peut contribuer à développer tout le Cameroun. Mais même maintenir la route qui part de DEA pour arriver à Kribi, c'est un problème. On ne peut pas avoir construit un tel port,
on venait d'ouvrir la deuxième phase. Je ne vous donne pas la parole. Et c'est pas le port seulement. Là, vous Jean-Jacques, s'il vous plaît, une seule minute. Vraiment. Regardez l'exploitation du barrage de Mvele. Il n'y a pas de transformation, de zone de transformation d'énergie au sud. La zone de transformation qui vient de Mvele atterrit à Yaoundé. Et on parle... D'accord, on s'est compris. Permettez que je vous aurai toute la parole, docteur. Vous aurez la parole. Terminer donc, je voudrais bien que les Camerounais comprennent que le sud, c'est une région bénie pour le Cameroun, parce que le sud a la mer, le sud a la forêt, le sud a beaucoup de cours d'eau, le sud a un sous-sol riche. Et c'est un véritable désastre que certains aujourd'hui veulent réduire les efforts que le président de la République veut faire pour le développement du Sud. Donc il y a quand même les efforts que le président veut faire? Bien sûr. Après tout ce que vous avez dit, vous notez quand même qu'il y a quelques efforts. Le président de la République a dit, ces 3 dernières années, chaque fois qu'il a fait le discours à la nation, il a annoncé que la route Ebolova à Komdu, Kribi sera imminente. Mais depuis le commissaire. L'année d'après, même depuis le commissaire. L'année d'après, rien. L'année d'après, rien. Ça veut dire qu'il y a des ministres au Cameroun qui font dire des choses au président de la République qui ne sont pas vraies. Moi, je suis allé faire une étude et j'ai fait un rapport où j'ai dit à mes frères qu'il n'y aura aucune route qui va commencer à Ebolova-Kribi, même en 2025. Certains m'en ont insulté. Aujourd'hui, nous sommes la réalité est là. La réalité est là. Mais il reste néanmoins, chez nous les bêtis, on dit souvent que le frère c'est d'abord comme le sang de la langue. Tu ne peux pas, même si tu veux cracher, tu ne peux pas tout cracher. Là, tu vas piéger les frères. Il y a une partie. Il y a une partie. C'est pour dire que, c'est pour dire Jean-Jacques, que quel que soit des petites zones d'ombre qui peuvent avoir des revendications, nous pouvons avoir le sud, les populations du sud avec Paul Biya, c'est comme les ouailles et leurs gourous. D'accord, d'accord. Et il dit ceci, nous devons également nous engager pour apporter un démenti clair et net à un mensonge qui n'a que trop duré. Celui qui consiste à présenter les ressortissants du Sud comme attachés à la personne et à la politique de M. Paul Biya, pour la simple raison qu'il est natif de la région du Sud. Soutenir ce mensonge, c'est vraiment prendre les populations du Sud pour des esclaves. Comment peut-on être ou rester attaché à un homme qui, durant tout son long règne, n'a affiché que condescendance et distance vis-à-vis des populations du Sud? Qui se souvient d'un seul meeting qui traduirait cette prétendue proximité de Paul Biya dans une quelconque localité du Sud au cours des 30 dernières années? Point d'interrogation. Alors, vous êtes dans politique. Sur le plan politique, la sortie de ce document, même s'il porte la signature de 8 personnes, est-ce que ça a un impact politique? Est-ce que ça a un sens politique? Mais justement, je suis surpris. Je suis surpris quand le président de l'association Sud-Espérance vous dit que le document était seulement signé par 8 personnes. Je voulais dire que lorsque le chef de la délégation permanente du RDPC dans la région du Sud fait des sorties et dit que la région du Sud est derrière le président Biya, ils sont combien? Il était nommé par le comité central. Il n'a pas été élu par les fils du Sud. C'est sa voix, tout comme les autres, peuvent décider de présenter aux autres Camerounais et au monde entier que la région du Sud souffre. Et je ne sais pas pourquoi tout ce qui aborde les attributs du RDPC refuse de répondre aux questions. Vous lui avez posé la question tout à l'heure. Est-ce que cela est vrai? La question est simple, c'est vrai. Au vu du degré du sous-développement. Et je ne sais pas pourquoi certains Camerounais prennent des autres pour des idiots. Permettez-moi l'expression. Un natif du Sud qui a fait 43 ans, qui laisse toujours dire que dans un futur proche, on va. Lui-même vient de se contredire. Lorsqu'il vous dit que dans les 3 dernières années, dans les discours du président de la République, il est revenu de manière récurrente la construction d'une route.
Arotebolo va comme décret. Et qu'il se pose la question de savoir ce que certains ministres font auprès du président de la République. Mais nous devons rire. Les téléspectateurs nous suivent. Monsieur Jean-Jacques Zé, la gestion d'un État ou d'une république comme le Cameroun peut être assimilée ou assimilable à la gestion d'une famille. Si vous arrivez à ma cour, vous croisez les cuillères, les habits des enfants, mes babouches et tout ce que cela comporte, ça veut dire que mon épouse et moi, nous ne faisons pas notre travail. Moi, comme chef de famille, président de la République, et mon épouse, comme chef du gouvernement, premier ministre. Je ne sais pas pourquoi, lors des campagnes, on dit voter le président Biya. Quand ça marche, applaudissez pour le président Biya. Même un ministre qui part donner de l'eau dans son village, dit c'est au nom du président de la République. Mais quand c'est échoue, ces militants du RDPC, qui ne sont pas très honnêtes, permettez-moi de le dire, sur ce plateau, présente maintenant des boucs émissaires qui seraient des ministres. Qui est plus puissant dans un régime semi-présidentiel comme au Cameroun? C'est le président de la République. Qu'est-ce qu'un ministre vaut devant le président de la République? Rien, absolument rien. Puisque un petit coup de tête, comme lui-même avait dit, le ministre quitte. Donc, je voudrais l'instruction suffirait. Je voudrais chuter très rapidement. Oui. Les fils du Sud ont raison de faire cette sortie. Et pourquoi? Que ce soit en 2025 ou en 2032, il peut arriver que le pouvoir parte du Sud. Celui qui va arriver dira que vous avez eu le temps de faire tout chez vous. Et si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas de notre faute. C'est le cas dans plusieurs régions. Dans plusieurs régions. Nous restons focalisés au Sud. Nous tous, nous faisons des tours là-bas. C'est une honte pour le président de la République. Et je voudrais dire, le dernier élément, c'est que le ministre Louis-Paul Motazé a été pendant longtemps ministre du Plan, où on définit les projets de développement de ce pays. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Sud? Ce sont donc ces hommes politiques, des intrigues, des divisions entre des frères, qui parlent au nom des populations d'une région, qui sont des mauvais collaborateurs du président Biya. Et on les retrouve dans toutes les régions. D'accord, d'accord. Ce qui arrive aujourd'hui sur du papier, on l'a ressenti récemment au cours de ce qui pouvait s'apparenter à une chamaille, une querelle entre un ministre de la République et un député sur vous avez fait, vous n'avez pas fait, vous n'êtes pas digne de ci ou de cela. Mais est-ce que dans le contexte actuel, on peut comprendre de cette sortie et à la lecture des signataires de ce document? Bon, il faut déjà s'inscrire dans le contexte politique actuel. Ceux qui ont parlé, je le connais, Willy Mengue, qui est un militant du MRC. Oui. Je le connais également, le professeur Abba Oyono, qui ne cache pas sa proximité avec le président du MRC. Et donc, le discours qui est dit n'est pas très loin de ceux qui sont véhiculés par tous les autres acteurs de l'opposition. Donc, il faut d'abord comprendre qu'on est là dans un discours essentiellement politique, avant qu'on essaye, à un moment ou à un autre, de convoquer la réalité de ce discours. Mais c'est d'abord les acteurs politiques qui parlent. Et ce sont des acteurs qui sont ouvertement engagés dans l'opposition, qui veulent voir le Sud basculer dans le champ de l'opposition. Donc il faudrait qu'il y ait des constructions rhétoriques, qu'il y ait des constructions discursives, qui soient dans le sens de peindre à mal ce qui est fait par le régime actuel, afin d'encourager les populations du Sud à un basculement. Maintenant, est-ce que ce qui est dit calque la réalité territoriale du Sud? Je ne peux pas le dire à 100%. Le Sud est comme toutes les régions du Cameroun. Et c'est bien que des gens l'aient soulevé que le chef de l'État n'a pas particulièrement développé la région du Sud où il est originaire. Parce que c'est un homme national. Il ferait même... Parce que s'il avait fait le contraire, s'il s'était concentré sur le Sud, ça aurait évidemment. Il serait indécent de penser que il a mis le Sud à un certain niveau et que toutes les régions du Cameroun ont des problèmes d'eau et que non, le Sud a l'eau, le Sud a les routes, le Sud a la lumière et qu'on voit qu'ailleurs il y a tous ces problèmes-là. Donc, si aujourd'hui on peut retrouver les mêmes problèmes au Sud qu'on a au Nord, mais aussi les mêmes bonheurs qu'on a au Nord au Sud, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine équité
je parle pas d'égalité, mais d'équité dans l'esprit même de ceux qui dirigent le pays, fût-il ressortissant du Sud. Donc, on peut mettre cela de côté. Mais si on revient sur la qualité même de ceux qui sont appelés à parler au nom des gens du Sud, 8 autres personnes peuvent écrire notre communiqué pour dire ce qui est contraire à ça. Il n'est pas exclu que demain après demain, on est... Bien évidemment, 8 autres personnes peuvent que les cabinets s'activent en ce moment. Être originaires du Sud et ils peuvent écrire notre communiqué qui est complètement contraire et ils peuvent vous dire comment tout va bien au Sud. Et le président de Sud Espérance a d'ailleurs dit qu'il est attaché au chef de l'État, malgré les griefs qu'il a soulevés. Mais d'autres peuvent ne même pas soulever des griefs. Donc c'est un test essentiellement politique. Le ministre Amedongo, qui semble plus positif et dit qu'on ne peut pas parler de changement alors que c'est l'homme qui a apporté le changement. Donc on ne peut pas forcément, sur la qualité, je me serais attendu à voir des personnes qui ont eu l'onction à parler au nom des gens du Sud le faire. Des élus, députés, des maires, mais aussi des chefs traditionnels parce qu'investis d'autorités traditionnelles. Bon, s'il n'y a pas eu ces personnes-là qui ont reçu une certaine onction populaire et que c'est juste des personnes qui se lèvent parce que bon, ils ont aujourd'hui une certaine présence politique et qu'ils ont accès à certains médias et donc ils peuvent produire des tests, il faudrait qu'on s'attende à ce qu'il y ait aussi des répliques des personnes qui pensent et qui réfléchissent d'une autre manière. Donc c'est comme ça que moi permettez de vous allez réagir. Oui, vous voulez réagir. Oui, écoutez, lorsque vous parlez des élus, l'élu, vous voulez dire qu'il y a une différence d'humanité entre le marchand du marché et celui que vous appelez élu. Ça marche comme ça. Non. Lorsqu'il dit ça marche pas comme ça. Attends, Jean-Jacques. La société est organisée telle que il y a des représentants des populations. Je voudrais dire au président, c'est la première fois que nous nous retrouvons. Et donc vous êtes membre d'une même association. Oui, bien sûr, puisque nous avons eu à traiter, c'est-à-dire des maladies des gens du Sud. Par exemple, le cas de M. Vondo, qui a été pris en charge par ma clinique pendant plus d'1 an. C'est-à-dire gratuitement. Voilà, ça, alors, bon, lorsqu'il dit, par exemple, que les élus, qu'est-ce que ces élus font? Le ministre des Finances... C'est un autre débat. Attendez. Ils ne font rien. Oui. Attendez. Le ministre des Finances, M. Moutazeux, et le ministre des Travaux publics étaient en réunion avec nous à Ebolva, à Bongo. Le ministre dit qu'il n'y a même pas 5 francs pour la route Ebolova, Kribi, Lolo. Scandale. Pendant plus de 20 ans, même si vous gardez 5 francs, l'affiche est annoncée. Vous venez insulter toute une population en leur disant qu'il n'y a même pas 5 francs. Voilà un premier cas. Deuxième cas, comment vous expliquez, vous, que le barrage de Mvele n'a pas de transformation d'énergie au sud? Alors, vous voulez dire que, voilà... Non, il est en train de déraper totalement, puisque lorsqu'on parle du sud, écoutez, vous êtes du sud? Ce n'est pas ça le problème. Si vous n'êtes pas du sud, alors, ce n'est pas ça le problème. Écoutez, moi, j'ai été à Genève, en Suisse, pour bagarrer pour le président. J'ai le droit, n'est-ce pas, à un moment, de lui dire, père, je m'appelle Vondo. Il s'appelle Vondo. Ça ne marche pas. Lorsque ça ne marche pas, il faut s'en débarrasser. Puisque nous, Africains, hommes noirs que nous sommes, nous avons un problème. Vous parlez des ministres. Le programme au sud, à Ebolova, c'est Paul Biya-Oye. Vous comprenez? Maintenant, vous allez entrer en campagne électorale. Moi, je suis candidat à la présidence. Un de ses fils. Par quel moyen? Voilà. Je dis... Attendez. Je suis candidat. Je vous dis donc. Ebolova, combien de fois ont détruit l'hôtel de ville de Bolova? 3 fois. Oui. Plus de 3 milliards. Ce sont des élus. Destruction de la région totale.
D'accord, on va continuer. Non, monsieur Vodon, permettez qu'on donne la parole à d'autres. Monsieur Vodon, si vous êtes monsieur Vodon, permettez qu'on avance dans le débat. Bonsoir Jean-Jacques Zé et à votre beau panel au sujet du jour. Je pense que cette déclaration ne représente rien du tout. C'est du pur pétard mouillé dans la mesure où ceux qui ont signé ce bout de papier sont ceux-là qui ont bénéficié des avantages du pouvoir en place. Tous, autant qu'ils sont, ne représentent et ne sont rien sans l'accompagnement du pouvoir en place. En fait, leur sortie, c'est juste pour réclamer plus que ce qu'ils ont déjà reçu et non pour le bien du peuple camerounais. Jean-Bruno Afane, au Yen, depuis Simbok, Yaoundé, son Jean-Jacques Zé et Atorish Panel, bonsoir. S'agissant du sujet de ce soir, vraiment la lettre du professeur Abba Oyono et compagnie relate clairement le mal-être voilé par le parti du RDPC. Tenez, les routes Ebolova, Bipinzi, Lorodov, Kribi, c'est un vrai calvaire. Biwamboulou, Ebolova et consorts, c'est aussi compliqué de ce que là. Il ne fait qu'écrire pour énumérer ces difficultés-là. Mais on parle de l'impact politique d'une sortie comme celle-là, en ce moment précis, au regard du contenu, du contexte, mais également des acteurs signataires. Bien entendu, le moment a été bien choisi. Le timing est bien respecté pour une telle sortie. Je sais qu'il me sera aussi demandé sur ce plateau si je suis du Sud. Répondez alors. Oui, justement, il me sera aussi demandé si je suis du Sud. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il est donc question au Cameroun. C'est-à-dire que mon co-panéliste Moubarak. Oui, Moubarak a dit tout à l'heure quelque chose de très pertinent. On ne peut pas parler du Sud dans un pays qui se veut républicain avec un président national d'un pays. Aujourd'hui, nous parlons du Sud. Et quand on essaie de regarder la filiation de tous ceux qui ont écrit cette lettre, on peut bien comprendre d'où naît en réalité les velléités de cette lettre. En 2018, nous avons vu leur leader stigmatiser tout un peuple, le peuple du Sud, jeter ce peuple à la vindicte populaire, comme quoi, s'ils avaient choisi d'être là-bas, je ne sais pas trop. Et tout à l'heure, sur le plateau, on demande aux gens s'ils sont du Sud. À partir de cet instant-là, vous comprenez très bien que cette manipulation, c'est une lettre qui vise effectivement à manipuler les masses. C'est une lettre qui vise à manipuler le peuple du Sud en question pour les retourner contre le président national. Je voudrais rappeler ici que, comme le disait Moubarak tout à l'heure, est-ce que l'Est peut se prévaloir aujourd'hui d'être à l'aise avec la politique du président Paul Biya? Le président vient de l'Est. Est-ce que le Nord, le Grand Nord en général, l'Ouest, quelle est la région du Cameroun qui aujourd'hui peut se dire que oui, nous sommes contents de la politique, prenons comme on parlait des routes là, c'est-à-dire la politique des réseaux routiers au Cameroun qu'a mené le président en 43 ans. Mais on se focalise, on détourne l'attention des Camerounais vers une seule région au point d'en réclamer. Et curieusement, les hommes politiques qui veulent diriger la nation s'arrêtent carrément au niveau du Sud parce qu'ils appartiennent au Sud et demander aux panélistes si ils sont du Sud. Non, nous sommes Camerounais. Nous sommes Camerounais et à partir de cet instant, et quand on aspire à diriger effectivement le Cameroun, on doit considérer tout Camerounais comme étant un Camerounais et non en provenance d'une ou d'une autre région. Donc à partir de cet instant-là, on voit déjà très bien ce qui arrivera si jamais ces derniers venaient à être même à la tête de cette nation. Alors, on ne peut pas comprendre. Les problèmes sont posés au Sud. Ils sont libres de les exposer et de s'adresser effectivement à qui de droit. Le président a dit tout à l'heure avoir écrit au président de la République pour poser les problèmes du Sud. Mais il n'a pas dit qu'il a écrit au président de la République pour poser les problèmes de la nation. Qui va poser les problèmes du Nord? Qui va poser les problèmes du Nord? Merci, les gens pour parler. Qui va poser les autres problèmes? Ceux de la Damawa, ceux de Ngelmendukadu, je viens où alors? On comprend donc très bien que ce groupuscule de personnes a
écrit effectivement cette lettre pour leurs intentions nombrilistes qui voudraient effectivement s'attirer des tampons du régime et non pour la masse du Sud qui sont en train de manipuler. Il faudrait qu'au moins à un moment donné qu'on cesse de prendre le peuple camerounais pour des dupes. Nous savons où nous allons, mais on ne va pas accepter à chaque fois. Et déjà même, regardez le canal utilisé par ces derniers pour s'adresser au peuple qu'ils disent respecter, les réseaux sociaux, pour faire ces annonces. À un moment donné, soyons sérieux. Quand vous voulez respecter un peuple, adoptez des attitudes républicaines de respect qui voudraient que, lorsque vous voulez vous adresser effectivement à ce peuple-là, allez vers ce peuple-là, allez recueillir le ressenti réel de ce peuple-là, peut-être même par une enquête, peut-être même par des vox et autres, pour ensuite dire que voilà en réalité ce que le peuple pense. N'importe qui peut se lever normalement et venir dire que on comprend donc à partir de ça qu'ils ne sont que dans la continuité de leur leader qui a commencé ce travail en 2018 à stigmatiser le Sud et à le fragiliser davantage. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques Zé, s'il vous plaît. Il existe bel et bien un poste de transformation du courant électrique sortant de Meveleu à Ebolova. Ce centre de transformation alimente une partie de la région du Sud et une bonne partie de la région du Centre. C'est Marcelin qui envoie ce message. On aura certainement des meilleures informations là-dessus. Bonsoir Gigi et à votre panel. Vous ne pouvez pas taper sur un enfant et lui demander de se taire. Suivez mon regard et que le RDPC prenne au sérieux le cri du peuple. S'agit-il du peuple, justement, vous allez réagir là-dessus. Bonsoir Jean-Jacques et à tous les panélistes et vos millions de téléspectateurs. La déclaration a un très grand impact. Les responsables de la déclaration ont dit n'associer plus les populations du Sud dans une propagande du socle granitique. Il n'y a pas de revendication particulière, c'est juste l'illustration. Jolie Minko depuis Saint-Melima, ça vient de là-bas. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir au panel. La déclaration du Sud ne saurait être un pétard mouillé. D'abord parce que ce qui est dénoncé est fait et ceux qui dénoncent sont bien légitimes et originaires du Sud. L'on ne cache pas la lumière du soleil avec la main. Alice Talom depuis toi qui envoie également ce message. Je suis un digne fils du Sud à Ebolova. On parle de ces gens qui sont bardés de master et doctorat. Arrêtons la fumisterie. Le Sud dans son ensemble est véritablement pauvre. Ernest Zambo depuis Ekounou qui nous rappelle justement qu'il est un fils d'Ebolova. C'est un journaliste. Bonsoir Gigi. Peut-on manipuler un peuple qui a le bien-être à Tibankwaban? Si on parle de manipulation, c'est qu'il y a déjà un mal-être et c'est là où on tient le peuple. Bonsoir. À entendre ce monsieur parler, on dirait qu'il ne vit pas au pays. Il ne voit pas que lorsqu'un parti politique pouvait aller vers la population, on les en a empêchés. C'est Brustel qui envoie ce message-là. Oui, le docteur voulait réagir à au moins deux. Je voudrais rectifier les deux copanélistes. Ah bon, oui. Il m'a d'abord rectifié une première fois, je n'ai même pas encore parlé, il me rectifie encore. Oui, je vais vous rectifier puisque... Une deuxième fois, être du Sud, alors que je n'ai encore rien dit. Le Sud est une mosaïque d'ethnie. Vous confondez dire peut-être Boulou et dire être du Sud. D'accord? Donc, arrêtez un peu ce jeu-là. On n'a pas voilà. compris. Je voudrais dire, oui. Au Sud, vous allez trouver Bamileke, Douala, moi qui suis, ma grand-mère est de Douala. Mais on sait qui est signataire de ce document, on sait à qui il s'adresse. Ok. Lorsque ils mettent une dialectique défense d'une cause qui est indéfendable, on prend, lorsque j'ai dit, je lui ai posé la question, si vous êtes du Sud, ça veut dire si vous habitez le Sud. Si vous avez vu, si vous voyez la réalité qu'il y a au Sud. Les routes du Sud, c'est-à-dire même les routes qui vont en enfer, sont plus bonnes. Alors, raison pour laquelle je vous ai posé la question, je ne vous ai pas demandé si vous êtes Il fallait me demander si je connaissais. Il fallait questionner ma connaissance du Sud. Il ne fallait pas questionner mon origine, il fallait questionner ma connaissance du Sud. Non, il fallait questionner plutôt ma connaissance de la région et non... Et vous me dites qu'il nous a dit voilà, le Sud, voilà. Alors, là-bas aussi c'est le calvaire. Mais je dis, je viens de là, je connais cette région, il fallait questionner ma connaissance de la région du Sud et non de questionner mes origines. Vous le faites, ça devient clivant. Écoutez, vous m'avez demandé si je suis originaire du Sud. Non, je ne vous ai pas demandé si vous êtes originaire du Sud. Vous avez demandé s'il est du Sud. Du Sud. Vous êtes du Sud. C'est le Cameroun en miniature. D'accord? Vous allez trouver
toutes les ethnies. Même le centre. Donc, pourquoi seulement maintenant? En 2018, c'était les mêmes réalités. En 2011, c'était les mêmes réalités. Pourquoi cet éveil, entre guillemets, maintenant, vous qui êtes candidat face à votre... C'est votre oncle c'est entre vous, non? Le président, bien sûr. Nous avons une même lignée. Voilà, vous avez une même lignée. Oui. Bon, j'ai dit, toujours répéter, le problème du Cameroun n'est pas aussi léger comme ils sont en train de l'interpréter. Par exemple, le problème des routes. Lorsque le Cameroun, en 1986, accepte le plan du Fonds monétaire international, il accepte la destruction de sa structure économique. Il y a des hommes, je crois, sur ce tableau, sont passés. Monsieur Eugène est passé, je crois, c'était à vous la parole dernièrement. Oui, Eugène Yambal. Exactement. Alors, les multinationales sont venues, la matière première camerounaise a été confisquée, alors nous sommes restés sans rien. Il a donc manqué la prise de décision difficile pour remettre au peuple camerounais ce qui lui appartient. Nous n'avons pas de monnaie, notre devise est déposée en France. La matière première, lorsqu'on parle, on dit la dette. Mais là, vous avez la loi là. Je vais arriver, puisque nous le comprendre davantage. Lorsque le Sud n'a pas lorsque le Sud n'a pas de route, l'eau n'est pas au Grand Nord, ou bien à la Damaoua, ou bien les professeurs sont en train de pleurer, parce que l'intelligence économique qui est appliquée au Cameroun est médiocre, besoin de faire table rase et recommencer. D'accord, donc il y a doit partir, c'est ça. Bon, écoutez, c'est pas besoin. Écoutez, que ce soit les personnes qui se lèvent aujourd'hui, qui sont des candidats, j'ai dit lors de mon dernier passage ici, que s'ils disent qu'ils vont changer la situation économique du Cameroun, sans banque centrale à Yaoundé, ils mentent. D'accord. S'ils disent qu'ils vont changer la situation du Cameroun, alors qu'ils continueront à déposer la devise camerounaise dans le trésor français, c'est qu'ils mentent. Voilà. Puisque lorsque un candidat aujourd'hui, par exemple, prononce un discours en France, ceux qui sont déjà allés, et ne disent pas à Macron que le Cameroun ne va plus déposer ses ventes extérieures dans le trésor français, ils vont maintenir le Cameroun dans l'esclavage. D'accord. Bonsoir, Gigi, le professeur... Autrement dit, le président... Oui, puisque c'est clair, lui, il a une autre proposition. Voilà. Il n'ira pas là-bas, il n'ira pas en France, il n'ira pas au Fonds monétaire international. C'est ce qu'il est en train de dire. Bonsoir, si le président peut fabriquer, s'il peut battre monnaie à Yaoundé, s'il peut enlever la devise camerounaise en France, s'il peut créer la banque, je signe. Du coup, vous n'allez plus faire les ponts vous-même. Je signe. D'accord. Bonsoir, Gigi. Le professeur Abba Oyono a raison. Il protège ses frères du Sud. Car si une autre tribu prend le pouvoir, disons une autre région, les populations du Sud seront rejetées, alors que le Sud ne bénéficie pas des avantages du pouvoir. C'est Ola de Sambilima et fonctionnaire, il le précise. Il souhaiterait que vous souteniez plutôt à Baoyono. Il voit loin. Il voit ce que le professeur Frédéric Oyono va appeler la tragédie du pouvoir. Je voudrais un peu revenir sur ce que le docteur Vondo voulait parler en termes des Suds, qui a beaucoup de tribus, pour relever d'abord que les 8 signataires de ce pétard mouillé... vous l'appelez pétard mouillé? Oui, c'est la question qui est posée. On a l'impression que ça fait paniquer le Sud. On a vu Fameux Ndongo sortir même pas un pétard. Ça ne peut même pas être un pétard. Ça aurait été un pétard si ceux qui l'ont écrit étaient des personnes qui n'ont pas souvent l'habitude de parler de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on connaît ses visages, on connaît le type de discours qu'il tient. On s'attend à ce qu'il parle de cette manière-là parce que c'est le bord politique. Si on avait vu par exemple... Non, je ne peux pas expliquer, ça peut pas être un pétard. Non, ce n'est pas un discours nouveau. Non, ce n'est pas un discours nouveau. Mais on dit de lui, par exemple, c'est vous qui avez la parole, on dit de lui par exemple qu'il est dans son positionnement personnel, qu'il ne peut pas refuser, qu'il a eu à manger dans la main de ce gouvernement. On l'a vu gérer les droits d'auteur. Les droits d'auteur. Ce que j'observe maintenant, c'est que quand même, c'est des gens qui sont proches d'un groupe politique d'opposition, donc ça ne peut pas être un pétard. C'est pourquoi je dis, Moubarak, si on avait vu par exemple comme signataire le président Mvondo, parmi eux,
Ça allait changer la donne. Bien le président de Sud Espérance que je suis. Voilà, ça allait changer la donne. Oui, allez-y, c'est vous qui aviez la parole. On était donc de dire que lorsque vous voyez ces signataires-là... Docteur Apollinaire Legrand Oko, Marcel Ebene, Emmanuel Fouman, Paul Freddy Oyono, Willy Mengue, Narcisse Evina Ongoto, Joanne Christelle Mendomo, c'est une dame, Madame Joanne Christelle Mendomo, et le professeur Jean-Calvin Baou. Voilà, lorsque vous voyez, je voudrais d'abord dire que 7 sont du département du Dielobo. 7. Il y a un qui est de l'Anvila. Même département que le chef de l'État. Voilà. 7 sont du département du Dielobo. Un autre est de l'Anvila. Et la quasi-totalité sont des boulots. Or, le Sud, et ils veulent dire qu'ils parlent au nom du Sud, qui a des Bassards, qui a les Batanga, les Mabéa, qui ont des problèmes, chacun dans son environnement, dans son biotope, son environnement de vie. C'est-à-dire que ceux qui sont plus proches du président Paul Biya, qui se comportent comme des enfants qui boudent ceux qu'ils estiment qu'ils n'en ont pas suffisamment, parce que contrairement à tout le Sud, le département du Dielobo est un peu mieux même que les autres. C'est-à-dire que ce sont donc les ressortissants de ce département qui écrivent donc ce genre de lettres, alors que les gens de la vallée du Ntem, par exemple, qui sont vraiment, qui ont des véritables problèmes, parce que la route même qui reliait Ebolova à Ambam, qui sont abandonnés. Alors que c'est la route qui, des deux frontières, parce qu'il y a le Gabon à côté et la Guinée équatoriale, c'est-à-dire c'est une zone de développement économique, ça peut, même la croissance du Cameroun peut même bouger, même à partir de cette zone qui a les 3 frontières qui sont là. Alors ce sont ces quelques gens du dialogue affidés du MRC qui pensent aujourd'hui qu'ils peuvent venir écrire pour poser des problèmes du Sud. Voilà. Donc c'est des choses qu'il faut bien voir. Mais le fond quand même. C'est des choses qu'il faut bien voir. Je dis bien que le Sud, comme tout le reste des régions du Cameroun, a des avancées que le renouveau a apportées et a aussi des choses à redire. S'il n'y avait rien à redire, le Cameroun ne serait plus un pays en voie de développement. Lorsque nous sommes un pays en voie de développement, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir tout. Mais il y a quand même des choses assez graves qui sont dites dans ce document, si vous l'avez lu. On ne peut pas avoir tous les routes. On dit depuis l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême de notre pays, beaucoup de dignes fils et filles du Sud ont payé au prix fort leur liberté de ton et leur refus de soumission à sa dictature, à sa corruption des esprits. La répression multiforme des sudistes devrait renseigner les esprits crédules sur la perception que se fait Paul Biya de tout sudiste réellement contestataire, sans scrupules, même de belles âmes y sont passées. Jean-Marc est là, Marthe et Kemeyon épouse Moumier, Abel et Yinga, Charles Sylvestre Atiba et Yéné, Gervais Mendozé sont quelques victimes de la répression multiforme du régime de Biya. C'est quand même des choses assez graves. Mais des choses qui sont infondées. Donc le professeur Gervais Mendozé, il était contestataire, non. Même étant en prison, il a continué à soutenir le président de la République. Donc c'est des choses qui ne sont pas exactes. Jean-Jacques, le Sud a des problèmes. D'abord, nous réclamons que, comme tout le monde les réclame, parce que les gens ont toujours tendance à dire que si je suis originaire du Sud et que je revendique des choses pour le Sud, les gens pensent souvent que c'est du communautarisme. Voilà. Chacun, à son niveau, réclame d'abord le mieux-être à son niveau. Alors, nous au Sud, on continue à réclamer que des politiques publiques viennent au Sud pour améliorer le cadre de vie des sudistes, pour améliorer même la qualité de vie des sudistes. Mais sur le plan politique, octobre n'est plus loin, c'est dans 4 mois. Nous allons tous, comme d'habitude, entendre que dans les dialogues, le candidat Paul Biya a eu 99%. On va l'entendre, ce n'est plus loin. Le président de la République, le jour où il fera un mauvais score au Sud, c'est qu'il aura atteint 90%. D'accord, voilà. D'accord. Donc le Sud, si ce n'est que sur l'aspect politique, je peux vous garantir que il n'y a pas péril à la demeure.
du pétard mouillé. Je suis fils du Sud. Moi, j'étais cadre à la CNPS d'un très haut niveau. Mais j'ai eu des... Vous avez suivi... quelqu'un le dira. J'ai été obligé de partir, fils du Sud vous a botté. De la CNPS par l'action d'un fils du Sud. Mais je suis resté constant dans mon soutien. Et frère, il y a un problème. Je suis resté constant dans mon soutien derrière le président Paul Biya. Je voudrais pour chuter dire que j'ai entendu évoquer par deux panélistes ici le nom du ministre Paul Moutazé. Et je comprends bien que c'est ceux qui essayent à chaque fois de faire bien. C'est sur eux qu'on tape le plus. Parce que s'ils avaient été médiocres comme les autres, il n'y aura absolument rien à redire sur eux. Plus on brille, plus on a des choses de tout genre qui vont venir. Voilà. Mettez une belle lumière là, les insectes vont toujours venir tout autour. Le ministre Moutazé a apporté, parce qu'il a demandé qu'est-ce que le ministre Moutazé a apporté le Sud, ne serait-ce que... Surtout lorsqu'il était chargé du plan. Ne serait-ce que le port en eau profonde de Kribi. S'il n'avait fait que ça dans sa vie, c'est-à-dire quelque chose qui peut être avantagé pour le Sud. Le reste, donc, le port n'est pas relié par le chemin de fer annoncé, le port n'est pas relié par l'autoroute annoncée. Et en dehors de ça, il y a, vous savez, les projets structurants. Au Cameroun, on a entendu par des projets structurants. C'était Moutazé. Alors, c'est impressionnant, cet impressionnant centre de transformation et d'interconnexion est implanté après Ebolova-Si sur la route d'Ambam, lieu dit Job. C'est ma semaine qui vous dit que vous ne savez pas qu'il y a un centre de transformation là-bas. Allez-y à cet endroit-là. C'est pas vrai. Permettez-moi de le rectifier, puisque c'est un projet. Vous voulez aussi rectifier? C'est un projet, ça c'est une supposition. C'est une supposition. Oui. Lorsqu'il parlait, il y a une chose qui, les déclarants ou bien la note, ils posent une problématique, mais ils n'apportent pas des solutions. Voilà le problème que j'ai avec cette note, puisque le président qui est là à côté, je ne le connaissais pas, mais nous travaillons pour le Sud. Je peux le certifier, et il peut le certifier, puisque nous travaillons sans nous connaître pour le bien du Sud. Lorsque lui, il parlait, moi j'arrange les ponts du Sud, et de la route où je vais. Et lorsque nous parlons le nord-ouest et le sud-ouest, connaissent les actions que je pose pour les enfants de là-bas. Le problème que nous avons, c'est que les gens parlent, ils disent des choses, mais lorsqu'on cherche les actes, nous avons des ministres. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous voulez dire que les ministres là, les fils du Sud qui sont membres du gouvernement ne font rien? Regardez Jean-Jacques, par exemple, à Caucase, qui doit être le point d'attraction du Sud. On coupe le goudron, on laisse la zone d'accord et on fait un endroit, on va jusqu'à son village et le reste, il n'y a rien. Donc, si les fils du Sud veulent vraiment que le Sud puisse émerger, ok, qu'ils ne parlent pas des actes, pas par des paroles, puisque jusque-là, nous avons été tous militants du RDPC à un moment, et moi je suis social-démocrate, je dis ce que je pense, et ceux qui pensent qu'au Sud, vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez, ils se trompent. Ils se trompent, puisque j'écris au président de la République. Ah voilà. Et s'ils ont peur de cela, ils ne peuvent donc pas prétendre changer les choses, puisque ce sont les leaders forts, avec leur idéologie. On ne meurt pas pour un poignet de dollars. Alors, on meurt pour ses idées. Pour le président, il ne faut pas chercher à banaliser cela, cette sortie. Même si c'est 8 personnes, même si c'est des gens qui se reprochent des partis politiques, l'opposition connue, mais il ne faut pas chercher à banaliser cette sortie. Je ne sais pas sur la base de quoi on va banaliser. Quand on vous dit qu'il n'y a pas de route, et que tout le monde sait qu'il n'y a pas de route, comment on va faire pour banaliser? Comment fait-on pour banaliser la vérité? Hein? Et je voudrais... Dès qu'elle ne vient pas de bonnes bouches. Non, attendez. Hein? Je voudrais dire ceci. Lorsque le professeur Famendongo, ministre de l'enseignement supérieur, dit que le Sud est attaché aux idéaux du RDPC, qui lui a donné mandat? Il a un chef.
Il est un élu du peuple. Il est chef de deuxième degré contesté. Il est devenu chef de troisième degré et de deuxième degré bien après ces multiples discours. Ce que je voulais dire, pour qu'on parle de pétard mouillé, il faudrait que les choses dénoncées ou décriées soient fausses. Oui. À partir du moment où elles sont vraies, que ça vienne la bouche d'un pygmée, d'un lépreux, d'un ignorant, d'un analphabète ou d'un docteur, c'est des choses qui sont vraies. Ce que je voulais dire, c'est que après que les trois autres panélistes parlent, j'ai retenu une seule chose. La seule chose que j'ai retenue, c'est que la région du Sud, en principe, qui devrait être ce qu'on appelle un jury témoin des actions du président de la République, est la preuve de ce que le président de la République a échoué dans tout le pays. Parce que le jury témoin, c'est le jury sur lequel on se base pour donner un jugement global, pour arrêter la moyenne de ceux qui vont réussir ou de ceux qui vont échouer. Cette sortie des fils du Sud, on ne peut pas contester qu'ils sont fils du Sud. Ceux qui le contestent ne sont pas plus fils du Sud que ceux qui ont fait ces dénonciations. Alors la preuve donc est que, et d'ailleurs, Moubarak l'a dit, que si le président de la République faisait plus au Sud, ceux de l'Est devaient dire qu'il a trop fait là-bas. Oui. Mais quand il y a donc les pleurs du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, et que les gens veulent absolument le ramener, alors qu'il y a les pleurs de partout, est-ce qu'un enfant qui mange pleure? Non. Un enfant qui mange ne pleure pas. Écoutez. Le pays se porte très mal. Le sous-développement est ambiant partout. Oh. Les gens sont libres au Sud de supporter cette misère. Les gens sont libres de supporter ces injustices. Et je voulais dire que l'un des points saillants de l'échec du renouveau, c'est ce mariage à vie du régime avec certains individus. C'est ça qui crée les frustrations partout. Allez dans le dialogue. Pourquoi dans le dialogue? C'est les mêmes personnes qui sont autour du président de la République. Malgré les résultats médiocres, ce sont des mêmes personnes. C'est normal qu'une nouvelle génération, des nouvelles idées naissent pour dire non au président de la République. Et c'est une situation qu'on vit dans toutes les régions où après le décret présidentiel, on devient subitement le plus grand homme politique. D'accord. On est le plus grand sage, on est le plus grand intelligent, on devient le donneur de leçons. C'est un message. C'est un message qui ne doit pas se limiter seulement à la région du Sud, que les autres régions et que ceux qui gouvernent aujourd'hui prennent véritablement conscience des différents problèmes qui sont soulevés. Justement, la question est là. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir à ce qu'on a connu par le passé? La vague de mémoranda, ça partait d'une région à une autre. Est-ce que ça ne va pas faire effet boule de neige? Bien évidemment, c'est même sur cela que je voulais revenir. Mais avant, je voudrais d'abord dire qu'il ne faudrait penser que dans aucun pays au monde, une opposition dira que ça va bien. Pas du tout. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un discours qui vient de l'opposition, ce discours-là va se construire autour d'une statistique négative des résultats et des performances du régime qui est en place, parce qu'il faut construire une dynamique contestataire qui vise à évincer le régime. Donc il n'est que normal que tous ceux qui parlent, et même le président, ne puissent peindre que ce qui est mauvais. Ils ne vous diront pas, par exemple, qu'il y a eu 11 universités, ils ne vous diront pas que les étudiants camerounais, partis de Polytechnique, sont allés faire le concours de Ligue de France. On a recruté 35 personnes, 17 étaient camerounais, et qui sont partis directement des universités camerounaises. Ils ne vous diront pas qu'on est parti de Tchang pour aller intégrer directement la NASA. Donc, il y a des éléments positifs que le discours politique de l'opposition est dans tous les pays du monde. Et la nature a horreur du vide, hein, puisque ceux qui doivent parler et évoquer ces discours positifs ne le font pas. Non, je vais dire, j'essaie juste d'analyser pour essayer d'étayer le contexte. Je ne suis pas en train de le faire. Je dis donc que il n'est que légitime que ceux qui aujourd'hui aspirent à prendre le pouvoir ne mettent en gras que ce qu'ils trouvent de négatif et qui cherchent même à obstruer, à ombrager ce qu'il y a de positif dans ce que le régime a fait. Mais pour rentrer à la question de fond, qui fait même peur, celle que vous avez posée, celle des mémoranda,
Moi, je suis contre cela. Moi, je suis contre une telle déclaration venant des leaders qui aspirent à remplacer le régime. Parce qu'ils nous font croire que on risque d'être gardé s'ils venaient au pouvoir dans une dynamique de fragmentation communautaire et qui a même eu le malheur d'être conceptualisé dans un programme politique qu'on appelle le fédéralisme communautaire. C'est un peu ahurissant quand même, hein. C'est-à-dire que les gens ont exacerbé les questions identitaires au point d'en faire le principal référentiel politique. Je pensais que ceux qui venaient du MRC se comportaient de manière différente et qu'ils devraient poser le problème du Cameroun de manière globale à tous les Camerounais. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'ils font même pire. Parce que le chef de l'État et son régime n'a particulièrement pas développé sa région, ni une région au-dessus d'une autre, parce qu'il faut se mettre dans une dynamique nationale de diffusion des facteurs de développement. Mais il y a des acteurs qui viennent quand même vous poser uniquement des problèmes du Sud. D'autres vous posent des problèmes du Nord. Et vous disent que tant que le Nord n'est pas bien, on ne vous vote plus. On s'en fout du reste des Camerounais des autres régions. Est-ce que c'est comme ça qu'on vit dans une république? Bon, surtout qu'on veut devenir une nation. Ça veut dire qu'on veut quand même créer un mix social autour d'un certain nombre de points de partage et se fabriquer une histoire commune, une communauté du destin et évoluer ensemble. Autrement dit, ces disparités-là ne devraient pas exister pour des hommes politiques sérieux qui ont une vision globale, qui ont une vision transidentitaire, transethnique de la nation. Et pourquoi nous, dans notre mouvement, nous parlons toujours d'unité nationale, nous parlons toujours de globalisation? Parce qu'il faut éviter ces perceptions réducteurs-là. Et c'est même dangereux à la limite. Parce que bon, si aujourd'hui, les Bamoun font leur mémoranda, ils vont dire, bon, si ça ne se passe pas comme ça, si on n'a pas telle route, si on n'a pas telle chose, on n'a pas telle chose, on se coupe. Les gens de Ngelmendouka vont également faire les leurs, ceux de la Dama. Pour finir, on n'a plus un pays. On a une fragmentation de petites communautés qui refusent même de vivre ensemble. Ceux qui ont porté ce mémoranda-là, ils sont en train de s'attaquer à la nation. Peut-être qu'ils pensent servir le Sud. Je ne dis pas non. Ils servent leur région d'origine, mais ils s'attaquent à la construction nationale. Ils trahissent même à la limite la nation. Il aurait été bien qu'ils posent les problèmes du Sud comme étant une partie de la nation camerounaise, peut-être mise en mal, et non comme quelque chose où vraiment c'est le pouvoir qu'on a chez nous qui n'est pas en train de nous faire du bien, désolidarisant nous faire. D'accord. D'accord. Est-ce que ça n'a pas pour avantage ou pour inconvénient de fragiliser, on va dire, le régime en place, d'aller toucher ceux qui gèrent ce régime-là, d'aller fragiliser leurs pieds, leurs genoux? Oui, cette manière de faire effectivement a un objectif. Et l'objectif en réalité est de fragiliser davantage le régime en place afin de pouvoir y accéder. Mais sauf que cela a un problème. Il y a un téléspectateur qui a écrit, et d'autres même ici sur le plateau, le président du RDI l'a également dit, c'est-à-dire que cette façon de dire comme quoi le peuple du Sud, et là même, certains sont allés jusqu'à parler des Boulous. Les Boulous, après le régime Biya, seront chassés, c'est-à-dire seront pourchassés par le prochain président. Je voudrais dire que lorsqu'on écrit de pareils documents, en réalité, on est en train de s'acheminer vers un ethnofascisme qu'on met en place pour détruire davantage tout le construit que le président de la République a eu à faire depuis longtemps. On conceptualise même. Oui. On le théorise. On vous dit que les Boulous sont les responsables de vos malheurs. De vos malheurs. Qui veut dire. Et on construit cela dans les mentalités, et on veut faire croire à tous les Camerounais des autres. Et on commence à le vivre même aujourd'hui. Vous voulez faire quoi? Je vous assure. Non. Je vous dis, ils vont à la limite même déjà en train de parler d'abord. Ils commencent d'abord par parler des petits. Et après, ils rentrent à l'intérieur pour parler des Boulous. Ils les stigmatisent déjà. Et je dis, il ne faudrait pas que, après ce régime, que nous vivions quelque chose que nous ne pourrons pas maîtriser. Il est inadmissible qu'on continue à alimenter les débats avec ce genre de documents. Et curieusement, les autres, vous parlez tout à l'heure de plusieurs d'autres régions qui pourraient aussi faire des sorties pour en réclamer. Il faudrait que nous mettions la République au-dessus de tout,
plutôt par les intérêts partisans. Alors, et moi j'ai parlé, quand il a parlé par exemple, je l'ai même noté, jury témoin, que le Sud soit un jury témoin, comme si le président de la République actuelle est un président du Sud. Il faudrait quand même à un moment donné que nous essayons de recadrer nos expressions. En quoi est-ce que le Sud doit être un jury témoin par rapport au Nord, au Sud, à l'Est et au Centre? D'accord, on a 1 minute et demie chacun. D'accord. Très rapidement, je voudrais dire que... Pour les 3 qui restent en tout cas. Je ne sais pas pourquoi la sortie de certains fils du Sud doit faire problème. Nous avons eu des mémorandas qui sont venus du Grand Nord. Nous avons vu, nous avons lu. Les gens ne se sont pas offusqués de cela. Il y a eu votre mémorandum de l'Est qui a disparu. Hein. Voilà, il y en a eu. Ce que je voulais dire, oui. Que toute politique est fille de son temps et de son époque. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun aujourd'hui. Les filles du Sud qui ont dénoncé, qui ont mis sur la table des choses qui ne marchent pas, ne sont pas les premiers à le faire. La misère est ambiante là-bas. Les problèmes soulevés et posés sont réels. Ce n'est pas le politique ou l'opposition qui crée ces réalités. Donc lorsque Moubarak dit que d'à travers le monde, les opposants, non. Ceux-là n'ont pas créé des informations. C'est du vécu. Tous les fils du Sud vous disent que... Ils ont décidé de voir le verre à moitié plein. Pour dire que il revient aux dirigeants de ce pays, soit de fermer les portes pour tout ce qui vient comme écriture ou sollicitation à caractère régional, soit d'ouvrir les portes. Que tout le monde y entre. Alors, est-ce qu'on ne va pas se retrouver 1 minute et demie également avec une situation où le Sud se lève aujourd'hui, on répond, l'Est se lève demain, on répond, et puis le débat politique prend cette tournure de demande identitaire et de satisfaction. Non, il n'y a rien d'identitaire. Le Cameroun a dit région. Ouais. Voilà, et chaque région aimerait se développer avec les fonds publics. Donc tout le monde a besoin d'un peu plus de politique publique vers sa région. Parce que la plupart de nous-mêmes et nos parents y vivent. Donc j'aimerais bien que la route qui va dans mon village, puisqu'j'y vais tout le temps, mes parents y vivent, que la route là soit faite. Oui. Voilà. D'ailleurs même, sur le plan même institutionnel, ce ne sont pas... il y a ce qu'on appelle l'équilibre régional, ça c'est sur le plan institutionnel, donc je ne sais pas de quoi il parle. C'est-à-dire qu'on essaie de dire, lorsqu'on va faire un concours, il faut qu'on se rassure que chaque fils d'une région est entré, quitte à ce que, au lieu de regarder le mérite sur le plan de l'égalité, on fait ce qu'on appelle l'équité. Donc c'est le principe d'équité. Donc il n'y a pas de problème à ce que les fils d'une région réclament que les politiques publiques aillent dans leur région. Et lorsqu'on se retrouve par exemple dans une ville comme Yaoundé, ça ne devient plus que c'est les fils d'une région, ça devient que les habitants d'un quartier vont créer un groupe de pression pour que la route qui va dans leur quartier soit aussi prise en compte. Ce n'est pas bon, c'est comme ça que les choses sont faites. Sauf que, donc vous avez un État qui attend que les pressions viennent pour aller agir. Non, il y a les pressions, vous savez, même dans les pays, j'ai bien dit que le Cameroun est un pays en voie de développement, même dans les pays même qui sont développés, il y a l'opposition là-bas, il y a les plaintes. Si vous arrivez en France, si vous allez voir, il y a des gens qui disent que depuis que Macron est là, les Français ne vivent plus bien et tout ça. Il y aura toujours des plaintes, quel que soit le niveau de développement que le Cameroun atteindra. Même quand on aura gouvernné tout le Cameroun, chaque ville du Cameroun aura un aéroport, il y aura toujours et toujours des plaintes. Donc nous, les plaintes, ça ne nous impressionne plus. On sait que les gens de l'opposition vont toujours venir avec les plaintes. Mais je vais encore, pour terminer, prendre une citation de chez moi qui dit « Même si le sein de l'enfant est rempli de gale, le bébé... » Le sein de la maman. Le sein de la maman est rempli de gale. Le bébé, lui, va quand même téter. D'accord. Que les gens disent... Juste 1 minute pour le président. Que certaines personnes disent tout ce qu'ils veulent du président de la République. Nous sommes ses fils. Et vous allez toujours... Vous utilisez ce document pendant la campagne électorale. Vous allez prendre cela pour marcher avec cette déclaration. Voilà, maintenant je vais prendre la parole comme candidat à la vraiment 1 minute, présidence de la République. Oui. Lorsque j'ai sur ma table la proposition de solutions pour Marouanga Oundéré, que le ministre a visité, et lorsque je regarde le nord-ouest,
le conflit qui oppose les Ambaboy avec les éleveurs. Lorsque je vais à Adamaoua, je trouve le problème de l'eau. Et quand je vais au Grand Nord, je trouve le même problème. Est-ce que c'est pas une question du Sud, d'accord? Et lorsque on met une question ethnique sur la table où la matière grise doit fonctionner, il y a une carence. Et à partir de là, je rejette en bloc, puisque le Cameroun a un problème d'esclavage, le Cameroun a un problème de souveraineté. Je l'ai dit au président de la République plusieurs fois. Vous qui êtes des hommes politiques, nous qui voulons changer l'allure du Cameroun, nous avons besoin de la souveraineté monétaire et économique. Sans cela, il est impossible. Par exemple, on a fini. Vous voyez la réalisation entre nous. Quand vous serez candidat et que vous serez invité sur les plateaux, le temps est très important. Soyez précis et concis. On vous dit merci à tous d'être venus au programme. Prochain rendez-vous demain, 17 h, certainement avec le même plaisir et d'autres invités.